Bonjour Judith. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce talk Women in Motion. Vous êtes à Cannes pour présenter votre court-métrage Moi aussi, soutenu par la Fondation Kering. Il a été présenté en ouverture d'un certain regard et au cinéma de la plage. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter comment est né ce court-métrage? Oui, j'ai reçu, il se trouve qu'à la suite comment dire, j'ai brisé un silence qui était le mien depuis très longtemps et j'ai porté plainte contre 2 réalisateurs français et à la suite de ça, j'ai reçu énormément de témoignages sur Instagram et de messages, et en fait je ne savais pas gérer Instagram, qui est d'ailleurs difficile à gérer quand on reçoit énormément de messages, et j'ai créé une adresse email parce que dans beaucoup de ces messages je sentais qu'il y avait presque une demande ou une attente qui était de l'ordre de je ressentais cette invisibilisation, ce sentiment d'être rendu invisible ou de ces personnes qui cherchaient à être entendues, mais presque de manière concrète, comme pour valider leurs paroles. Et je leur ai dit que j'allais proposer un projet pour leur rendre hommage. J'ai créé une adresse email et j'ai reçu en 15 jours à peu près 5000 emails voilà, de témoignages de femmes et d'hommes qui disaient soit tout simplement moi aussi, soit qui commençaient une sorte de correspondance avec moi en me parlant de ce qu'ils avaient vécu. Et justement, c'est ce que vous disiez en 2 mots, mais l'idée, c'était vraiment de donner un visage et une voix aux victimes de violences que la société ne veut pas voir ni entendre. Oui, ou pas de visage, parce que dans le fond, la visibilité est aussi peut-être anonyme, c'est-à-dire que d'être reconnu ou d'avoir, par exemple, ou que justice soit faite, on n'a pas forcément besoin d'être dans les médias, mais d'être reconnu, c'est-à-dire un endroit de sa vie où ce qu'on a vécu s'inscrit dans l'effacement de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire comment se sentir pas ignoré par la société ou par les médias ou par voilà. Et donc ce projet, dans le fond, proposait à ces personnes de venir et d'occuper avec moi une avenue de Paris, mais en leur disant vous pouvez être flouté si vous voulez, vous pouvez être de dos, vous pouvez être sur le côté, vous pouvez venir sans être filmé. C'est-à-dire justement qu'il n'y ait pas une obligation de représenter son histoire avec son visage, mais tous les visages existent, pour moi en tout cas, et même s'ils ne sont pas présents. L'écoute, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez dit sur la scène des Césars, je parle mais ne vous entends pas. Est-ce que depuis 6 mois que vous livrez ce combat, vous avez l'impression d'être un peu mieux entendu? Ça fait 6 mois? À peu près. Oui, j'ai l'impression d'être un peu mieux entendue. En même temps, j'ai aussi le sentiment que les choses... c'est compliqué parce qu'en fait, quand on est dans l'agir, on a du mal à se rendre compte. Vous voyez, il y a une espèce d'énergie comme ça, pas l'énergie du désespoir, mais en tout cas une énergie qui vient de très loin, une énergie presque de l'enfance. Moi, j'ai le sentiment que j'ai une énergie d'une enfant qui a besoin d'une forme de justice, ou en tout cas d'une forme justement de réparation, et c'est presque, voilà, c'est une sorte de course en avant, en même temps de responsabilité, parce que quand on sait, qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce que j'ai le sentiment d'être entendue? Par moments, oui, par moments, j'ai des moments de désespoir absolu, où j'ai le sentiment que ça ne sert à rien, ou que... Ce qui est très compliqué dans le fond, c'est que on parle, on est entendu, mais tout à coup, on représente autre chose, et notamment, par exemple, les victimes qui dénoncent publiquement souvent des violences sexuelles. On attend aussi à ce qu'elles soient des victimes parfaites, ou des personnes parfaites, c'est-à-dire infaillibles. Et tout à coup, c'est chaque pas qu'on fait, on marche sur un sol un peu... Enfin, vous voyez,
aussi, c'est très compliqué parce qu'il y a tout d'un coup une espèce de regard, parce qu'en plus, évidemment, que si vous dénoncez quelque chose ou vous essayez de faire changer quelque chose dans la société, ceux qui ne veulent pas que ça change, ils vous attendent avec des kalachnikovs, et ils se disent quand est-ce qu'elle va faire un faux pas, qu'on puisse tous lui sauter dessus. Ouais. Donc en fait, je vis un moment de ma vie où je suis vraiment dans des sentiments complètement... voilà, c'est une sorte de voilà. Il y a eu des petits pas quand même de fait, des petits progrès. Bien je sûr, pense notamment à une nouvelle règle qui a été instaurée récemment pour l'accompagnement des mineurs sur les tournages. Ça déjà, c'est une première petite victoire pour vous. Donc en fait, j'explique quand même. En fait, désormais, tous les mineurs sur les tournages doivent être accompagnés d'un adulte référent. Voilà. Qui, j'espère, sera formé, etc. Et je ne sais pas si c'est acté, enfin si c'est dans la convention collective ou pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en cours et il y a tellement de choses à changer. Mais en même temps, en ce qui concerne mon milieu, en tout cas, qui est un univers et un milieu dans lesquels, en fait, c'est pas que les lois n'existent pas, parce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait de nouvelles lois, évidemment. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais la loi du travail existe. Hein. C'est ça. Elle n'est pas appliquée dans mon milieu, elle n'est pas appliquée sur les tournages. Tout à coup, ces lois-là deviennent mouvantes, comme des sortes de mirages, parce que dans nos métiers et dans le milieu du cinéma, le mot d'ordre, c'est la passion. Tu fais ce métier parce que tu es passionné. Donc en fait, si tu es passionné, tu ne vas quand même pas vouloir qu'on applique des règles ou qu'on te traite comme si tu étais, je dis n'importe quoi, au bureau, pour prendre une espèce d'exemple qui serait un peu ce qu'on pourrait mettre en balance. Tu vas au bureau, tous les gens, là tu es passionné. C'est une chance, donc profite et tais-toi. Voilà. Donc c'est vrai que dans le fond, les lois les plus basiques sont, pas tout le temps évidemment, mais très souvent ne sont pas respectées. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que tout le monde n'a pas envie que ça change. Hein. Oui, bien sûr. Pour en revenir à la réalisation, et votre court-métrage, moi aussi, c'était votre deuxième passage derrière la caméra, puisqu'il y a eu... Troisième, ah pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Et il y a eu donc notamment cette année Icon of French Cinema. Ce désir de réalisation, il existait dès vos débuts, dès le plus jeune âge? En fait, moi, j'ai commencé... et d'ailleurs, presque tristement, parce que c'était comme ça aussi que je pense, j'étais bref, pardon, les réalisateurs étaient... J'avais quelque chose, j'étais un enfant qui écrivait beaucoup, voilà, et qui sublimait ma solitude à travers l'écriture. Et j'ai toujours écrit des scénarios, des histoires, etc. Et en fait, j'ai toujours voulu réaliser. Le problème, c'est que c'est devenu très rapidement la place de l'autre dans ma vie, la place de l'adulte et la place de celui qui représentait justement une forme d'autorité, la crème de la crème du cinéma, et tous ces hommes qui m'entouraient quand j'étais jeune et avec qui j'ai vécu et grandi. Dans le fond, ça a marqué comme ma vie d'une sorte de je me suis toujours demandé si j'étais légitime du coup, parce que la place du réalisateur, c'était la place de l'autre, et que dans le fond, qui étais-je pour pouvoir imaginer que moi, égérie, muse, femme-enfant, enfant-femme, pouvait prétendre à prendre la place du père, entre guillemets, en tout cas la place, voilà. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a vraiment, toute ma vie, je me suis constamment, vous voyez, j'ai toujours été à la recherche comment dire, que les critiques de cinéma, des journaux que lisaient ces hommes-là ou qui adulaient le travail de ces hommes-là, quel que soit le film. Je voulais absolument avoir une bonne critique. Vous voyez, il y avait toujours ce truc de me demander si voilà. Et ça a été très, très compliqué pour moi. Et vraiment, mon départ aux États-Unis, il y a 12 ans, je crois, maintenant. En tout cas, ça a été... il y a 11 ans, il a fallu que je parte et que je quitte la France et ce métier quasiment, en tout cas,
pour arriver à me sentir tellement étrangère et tellement loin loin de ce milieu-là, et n'avoir plus aucun contact d'ailleurs avec ce milieu-là, pour arriver à me réinventer et à trouver ma voix et à l'assumer. Et d'ailleurs dans une langue étrangère, puisque quand j'ai écrit Icon of French Cinema, c'était entièrement en anglais. Et du coup, dans cette langue qui n'est pas ma langue maternelle, loin de tous ceux qui ont toujours dit qu'ils étaient mes mentors, j'ai réussi à trouver ma voix, ou en tout cas à l'assumer plutôt. Dans ce projet, dans Icon of French Cinema, comme dans le court-métrage Moi aussi, vous travaillez avec votre fille Tess, qui est danseuse et actrice, avec votre fils, qui est musicien-compositeur. Ça donne un très beau symbole inspirant de transmission. Est-ce que vous pensez notamment que c'est par l'éducation qu'arrivera le changement profond de la société sur les questions qui sont les vôtres? Oui, puis alors bon, moi j'ai beaucoup d'espoir dans les générations qui ne sont pas la mienne. Et je pense que c'est grâce à eux que les choses changeront, évidemment. La tolérance, plein de choses, je trouve, que je vois chez mes enfants. Mais oui, bien sûr, l'éducation. Mais en fait, je pense plus en termes de transmission presque qu'éducation. Et de comment partager tout ce qu'on sait du monde dans lequel on vit. Moi-même, j'ai le sentiment d'apprendre tous les jours, donc mon éducation est encore en cours. Mais dans le fond, en tout cas, ce qui était important pour moi, et je pense quand on est mère, mais même quand on l'est pas, et voilà, on a des amis qui ont des enfants, on a des sœurs, des frères qui ont des enfants, enfin, c'est de se dire... comment faire pour que tout ce qui nous soit arrivé, pour tout ce qui est n'arrive pas à nos enfants? Comment et alors c'est une question qui paraît absurde parce que c'est comme de dire évidemment qu'on ne peut pas tout contrôler, mais comment arriver à trouver un moyen de prévenir et de faire changer certaines choses, et dans le rapport justement du patriarcat et le pouvoir du plus fort sur le plus faible. Alors voilà, c'est des grandes phrases un peu bateau, mais en tout cas, à travers ce film, et la place que prend ma fille dans ce film, qui représente la jeunesse, la question que je pose, c'est j'espère qu'un jour, on pourra demander à ces jeunes-là d'aujourd'hui, est-ce que vous avez été abusés? Et ils diront non. Voilà. Vous avez commencé comme actrice. Est-ce que chez vous, et vous jouiez dans votre série, évidemment, est-ce que le désir d'actrice est encore vivace et fort chez vous aujourd'hui? C'est une question compliquée. Ça vient par vague, en fait. Et hier soir, je faisais une émission de télévision, il y avait William Dafoe, et je le trouvais tellement intelligent, et je ne sais pas, il y avait quelque chose de... très sympathique qui me faisait me dire « Oh, en fait, il y a des mecs bien. Peut-être je vais redevenir actrice. » Enfin, redevenir actrice, vous voyez, lapsus révélateur. Écoutez, oui, ensuite, je dois vous avouer que depuis que j'ai parlé au César, c'est le silence le plus... Donc voilà, j'ai le sentiment que... c'est presque comme si, d'ailleurs, c'est un peu le problème, je trouve, de la France, c'est que c'est vraiment, on a des labels, on met les gens dans des cases et tout. D'une certaine manière, à travers ta parole, tu t'inscris à un endroit, on dit en anglais, activism. Un militant. Oui, là. Et du coup, ça y est, t'es une activiste, enfin. Il y a aussi ce truc où, dans le fond, on ne peut pas accepter qu'une femme, c'est tout un monde. Comme les hommes. Et justement, les hommes, vous disiez heureusement qu'il y a des hommes bien. Alors, peut-être William Dafoe, mais le juge Édouard Durand, par exemple. Exactement. On a tendance parfois à vouloir faire penser que les activistes féministes sont opposés aux hommes, ce qui évidemment n'est pas le cas. Et peut-être est-il aussi important de dire que... Ce qui est fait pour desservir la cause des féministes. C'est toute une construction qui est faite pour dire, vous voyez, elles ne veulent pas de nous, elles sont complètes. Voilà. C'est dommage parce que dans le fond,
D'abord, et évidemment, enfin moi j'ai un fils, et voilà, enfin je veux dire, et on aime les hommes, on aime les hommes qui nous entourent, on aime tous les genres d'ailleurs, pas que les femmes, les hommes, mais tous les genres, et voilà, et d'ailleurs... Et il est important que tout le monde participe à ce combat pour qu'il soit gagné, sans doute. Hommes comme femmes, comme tous les genres. Bien sûr. Et d'ailleurs, les femmes n'ont pas à dire aux hommes, comment dire, veuillez prendre un homme par la main et lui montrer le chemin, pas plus qu'un homme à prendre une femme par la main pour lui montrer le chemin. Enfin, on est à égalité et voilà, les hommes, il y a des hommes qui ont besoin de se déconstruire. On les accueille à bras ouverts, pardon. Enfin, non, enfin, je pense que de toute façon, vous savez, il y a eu une tribune, d'ailleurs, très bien écrite, je trouve, et très forte, qui a été publiée par le magazine Elle, qui a été signée par 100 hommes. Je fais gaffe parce qu'hier, j'ai dit 100 hommes, alors il ne faudrait pas qu'on dise, tu vois, elle ne sait même pas faire les liaisons. Il faudrait que je rentre dans un truc et que je me transforme en robot, genre parfait, genre, pour être irréprochable. Pardon, je fais des inside jokes, je sais, c'est des blagues. Toi, mais c'est révélateur en même temps. Oui, c'est ça. Manquerait plus que je me mette en maillot de bain et qu'on voit que j'ai de la cellulite. Alors là, c'est mort, quoi. Oui, des poils sous les bras. On va passer... Pardon, désolée. Je ne sais pas comment répondre sur le poil sur le bras, j'avoue. On va peut-être passer à quelques questions du public, si jamais il y en a. S'il n'y en a pas, moi j'en ai encore pléthore, donc il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un... Justement, je me posais la question de vous, est-ce que vous posez la question du après, est-ce que vous pensez que vraiment tout ça, ça va peser sur votre carrière future? Parce que là, vous êtes effectivement dans l'agir, tout ce qui se passe, etc. Mais est-ce que vous pensez que pour le futur, tout ça, ça va peser un petit peu ou pas? Oui, je pense que ça va peser forcément. De toute façon, je le vois bien déjà à quel point ça pèse. Donc, voilà, enfin, c'est particulier en fait. Vous savez, moi, je vis les choses un peu au jour le jour. Elles se sont passées de façon presque un peu comme si j'étais somnambule, quoi. C'est pas c'est pas que je n'ai pris aucune décision, c'est que la vie a pris le dessus et je me suis retrouvée dans ce... Voilà, à un moment donné, moi j'ai vécu ma vie et une grande partie de ma vie en étant assez, dans le fond, centrée sur moi-même. Hein. J'ai pas été quelqu'un qui soit particulièrement tourné vers les autres ou par exemple défendu des causes, où je me suis pas... Voilà. Et voilà, j'ai quand même un certain âge aussi, donc il faut dire que ça prend du temps aussi de devenir quelqu'un de meilleur, entre guillemets, ou je sais pas. Mais oui, je pense que ça va peser sur le futur. En même temps, j'ai du mal à me poser toutes ces questions parce que j'ai le sentiment que déjà, parfois aujourd'hui est tellement compliqué que je me dis, OK, aujourd'hui, puis demain, on verra, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il va falloir que je me mette à gagner ma vie, à retravailler. Mais sinon, je ne serai pas... je ferai des glaces je vendrai des glaces en essayant d'apprendre comment les faire avec la palette. Là, vous savez, c'est hyper dur. Hein. Oui, c'est ça. Des fleurs. Hein. Des fleurs glacées au Festival de Cannes. Je vendrai des fleurs glacées. Une autre question? Je voulais juste savoir cela. Allez-y. Je sais que ça fait beaucoup de bruit en France, mais je voulais comprendre aussi, est-ce que vous avez eu les échos à l'étranger? Est-ce que les gens sont intéressés dans votre histoire? Moi, je l'écris, l'article, je suis de Deadline, donc j'écris des articles. Ah oui. Mais je me suis demandé, est-ce que... Mélanie. Ah, Mélanie, ça va? Oui, ça va, merci. Non, mais je voulais comprendre, est-ce que les autres médias vous ont contacté? Est-ce que ça a eu des prix aux États-Unis, en Angleterre, je ne sais pas. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant de comparer justement comment ces systèmes-là fonctionnent et les États-Unis, l'Angleterre et notamment
la BBC, par exemple, quand on parle du travail des enfants dans le monde du cinéma, la BBC a des règles vraiment, mais extrêmement rigides, qui sont géniales. Enfin, je veux dire, pour protéger les enfants sur les plateaux. Et c'est très intéressant de parler avec des journalistes internationaux, justement. Et je pense que c'est à travers l'international aussi, et la vision de la France par les journaux étrangers, parce que dans le fond, pour faire avancer les choses, c'est aussi parce que le gouvernement français va se dire, bon, faut peut-être faire quelque chose. Enfin, cette commission d'enquête qui a lieu en ce moment, je pense qu'une des motivations est aussi de se dire, et notamment, bon, il y a évidemment la bonne volonté des députés qui se sont retrouvés face à ne pouvant pas ne pas savoir une fois qu'ils ont su et décider de lancer cette commission d'enquête et voter pour cette commission d'enquête. Mais dans le fond, c'est vrai qu'à travers l'image et de la France à l'étranger, je pense que ça peut inciter le gouvernement. Voilà, cette image est importante. Enfin, on est fiers de notre pays et on a envie aussi de donner l'image d'un pays qui peut se déconstruire d'ailleurs. Hein. On peut se remettre en question d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, je trouve, en fait, c'est que dans le dialogue avec les hommes, notamment dont on parle, et moi je pense que malheureusement les médias parfois créent des conversations qui n'existent pas. C'est-à-dire quelqu'un dit un truc dans les médias et quelqu'un lui répond, mais ne lui répond pas. Le dialogue n'a pas eu lieu, ces personnes ne se sont pas appelées, il n'y a pas eu une émission ou un endroit ou un journal qui les fait se rencontrer. Mais on fait comme s'il y avait des conversations. C'est très particulier quand même, parce que pour moi, c'est vraiment ça raconte le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de dialogue, on ne se parle pas. On fait semblant de se parler et ça crée des tensions, des conflits. Et après, on apprend qu'on est fâché avec des gens qu'on ne connaît même pas, mais à qui on n'a jamais parlé. Mais que... Vous voyez, c'est particulier, je trouve, cette façon de dissocier, de diviser et en même temps de faire semblant que les gens se parlent. Et je trouve que justement, la déconstruction, elle peut être aussi à un niveau... plus important, c'est-à-dire on a le droit de se tromper, on a le droit de poser des questions, on a le droit d'avoir des conversations avec quelqu'un et de dire je suis désolée, voilà, j'avais pas compris que tu disais ça, mais les choses se passent pas vraiment comme ça en fait entre beaucoup de gens, je trouve. Il y a un problème de communication, enfin. Pardon, c'est la maîtresse d'école qui n'a pas été à l'école, qui du coup, voilà. On va bientôt devoir se quitter, mais avant, on voulait juste vous dire qu'on avait reçu énormément de messages sur nos réseaux sociaux, en tout cas, de gens qui, au-delà de poser des questions, voulaient juste vous dire merci, on est tous là avec vous, merci pour tout ce que vous faites pour toutes les victimes. Donc voilà, donc on se disait que c'était un joli message à vous transmettre avant de vous dire au revoir et de vous remercier d'avoir participé à ce talk. Merci beaucoup.